Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire proposé par Aesio Mutuel et notre partenaire Lucha, consacré ce soir à la thérapie cognitivo-comportementale, un outil pour gérer le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je suis Anne d'Aesio Mutuel et j'ai le plaisir de vous présenter nos trois intervenants. Le professeur Stéphanie Bioulac, psychiatre au CHU de Grenoble, Madame Virginie Bouslama, présidente de l'association Typique Atypique, et Monsieur Augustin Bergerot, président de Digi. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre des actions menées par Aesio Mutuel. Notre fonds de solidarité propose à ses adhérents divers dispositifs pour les soutenir, que ce soit pour le financement de prestations de santé ou pour l'accompagnement de leurs enfants porteurs de troubles cognitifs avec le financement de l'abonnement de l'application Lucha. Je vous partagerai dans la conversation le lien vers la page dédiée sur notre site internet pour obtenir plus d'informations. Vous pourrez dans ce même espace poser vos questions à nos experts qui y répondront en fin de présentation. Ce webinaire est enregistré et vous sera adressé sous moins de 48 heures. Je laisse désormais la parole à nos intervenants et vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Peut-être que Virginie et Augustin, si vous voulez vous présenter rapidement, et puis moi, je me présenterai avant mon topo. Ça marche. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Virginie Bouslama, la fondatrice et la présidente de l'association Typique Atypique dont je vous parlerai tout à l'heure. Et merci beaucoup à Aesio Mutuel et puis à Lucha pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis Augustin Bergerot, je suis pharmacien et je suis le cofondateur du jeu Lucha. Donc, on va vous présenter ce soir. Un grand merci à Aesio pour leur accueil, pour organiser ce webinaire, ainsi qu'à Stéphanie, au professeur Bioulac, et à Virginie Bouslama de nous présenter les éléments sur les thérapies cognitivo-comportementales dans le TDAH. Bien, donc l'idée de ce webinaire-là, c'est un petit peu de revoir rapidement comment les thérapies cognitives et comportementales peuvent s'adapter aux troubles déficit de l'attention avec hyperactivité et comment l'application Lucha peut également aider justement dans la mise en place de ces TCC. Donc, Stéphanie, je m'excuse de vous couper. Professeur Bioulac, je vais vous couper. Il y avait un souci de document de présentation. Du coup, je vous ai mis le bon document et je vous passerai. Et voilà, vous pouvez basculer les slides, ça marche. Très bien. Parfait. Là c'est le bon? C'est le bon, oui. Merci. D'accord, ok, pardon. Moi, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chef de service à Grenoble et je m'intéresse donc aux troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité depuis de nombreuses années et notamment à comment les technologies innovantes, que ce soit la réalité virtuelle, les outils numériques, peuvent nous aider dans l'aide au diagnostic et dans la prise en charge des enfants avec TDAH. Donc, le TDAH, c'est donc un trouble qui se caractérise par une triade symptomatique associant inattention, hyperactivité, impulsivité. Et maintenant, on a plutôt, de par l'hétérogénéité de ce trouble, on parle plutôt d'une expression comportementale, cognitive et émotionnelle du TDAH. On sait que les enfants TDAH, ils ont très souvent des difficultés à réguler leurs émotions. Il y a une impulsivité émotionnelle qui est marquée. Les difficultés en tant que parents, on rencontre au quotidien, ce qui est sûr, c'est que le TDAH, on va avoir une expression au sein de la famille, à l'école et également dans les relations avec les copains et les copines.
quand on a un enfant TDAH, on a besoin de répéter les consignes. Les enfants TDAH, ils ont tendance à oublier, perdre leurs affaires, difficulté à respecter les règles à la maison. Au niveau scolaire, de par l'instabilité psychomotrice, ce sont des enfants qui ont des difficultés à rester assis. Sur les bulletins, on voit souvent noté bavardage, distrait, rêveur dans son monde. Et également, avec les autres, ce sont des enfants souvent qui vont pas être invités aux anniversaires, ils n'arrivent pas à attendre, ils sont autoritaires, bagarreurs. Donc, on a comme ça des difficultés qui sont repérées dans ces différents domaines. Il y a eu donc récemment on a retravaillé sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le TDAH, que ce soit en termes de diagnostic et de prise en charge. Et ce que nous avons bien noté, c'est que cette prise en charge doit être multimodale, multidisciplinaire et doit reposer sur des approches éducatives, de thérapie cognitive et comportementale, familiale et également rééducative. Si, par exemple, notamment une rééducation orthophonique, par exemple, si il y a une dyslexie, dysorthographie. Quand on essaie un petit peu donc là de balayer les différents types de prise en charge pour les sujets TDAH, ces prises en charge non médicamenteuses, l'approche TCC, elle peut être individuelle, elle peut également être groupale et on a des prises en charge spécifiques familiales par des programmes d'entraînement aux habilités parentales, les PEHP, et le plus connu, c'est le groupe de parents Barclay pour donc les parents d'enfants TDAH. On peut également avoir des prises en charge spécifiques, que ce soit en termes d'affirmation de soi, de gestion de l'impulsivité. On a des approches psychoéducatives, et ça, que ce soit, c'est souvent la première étape, et notamment, par exemple, dans le groupe Barclay, d'éducation sur le trouble, de ses répercussions. On peut avoir également des prises en charge plutôt d'inspiration psychodynamique, psychanalytique, et également de remédiation cognitive. Les principes clés des approches cognitives et comportementales, les TCC, elles vont se concentrer sur essayer d'établir des liens entre comportement, pensée et émotion. Et chez les enfants, on a besoin des parents en cothérapeute. Alors ça, c'est vrai, je dirais, pour tous les troubles en pédopsychiatrie. Chez les enfants TDAH, la TCC va avoir comme principaux objectifs donc de s'intéresser à la gestion de l'impulsivité, à comment améliorer l'attention, la régulation des émotions. Pour les enfants, et ça c'est très souvent le cas où il y a des difficultés dans les relations avec les autres, ça va être également d'améliorer les compétences sociales, l'organisation et la gestion du temps, tout ceci en ayant des renforcements, des comportements adaptés. Donc vraiment, donc ça c'est les grandes bases de la thérapie des TCC. Dans les TCC, donc on va gérer et le comportement et également ce qu'on va appeler les pensées dysfonctionnelles ou les pensées irrationnelles, et on essaie de mettre à jour ces pensées pour ensuite les discuter avec notre patient.
Par exemple, ça va être des parents qui vont dire il a raté son contrôle de maths, il sera toujours nul en maths. Ça va être le fait d'une surgénéralisation, par exemple. On va également observer les mécanismes cognitifs d'amplification ou de minimalisation. Par exemple, l'amplification, ça va être quand j'ai une mauvaise note, je suis complètement nulle. Et quand j'ai une bonne note, c'est que le devoir était trop facile. Donc, on essaie de repérer ces pensées dysfonctionnelles, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent, les parents, et on les discute avec les sujets. Donc, les techniques de façon un petit peu plus spécifique qu'on va utiliser chez les sujets TDAH, ça va être vraiment tout ce qui a attrait aux émotions, également à tout ce qui est en lien avec la résolution de problèmes, l'entraînement aux habilités sociales et également aussi tout ce qui met en jeu les systèmes de récompense et de renforcement. On peut également s'appuyer sur de la relaxation, de la méditation en fonction des sujets. Si, par exemple, on s'intéresse à la gestion du temps et comment planifier. Ce qui est important, c'est vraiment la nécessité de mettre en place des routines, le moment de partir à l'école, le moment des devoirs, le moment d'aller au lit. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces moments-là, qui se répètent, ce ne sont pas des moments de discussion, et que la mise en place de routines, ça évite le conflit, ça évite les discussions. Et par exemple, dans la situation de devoir, souvent, le temps de discussion pour se mettre au devoir, il est plus long que le temps de réalisation lui-même du devoir. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de travailler, de mettre en exergue et de réfléchir à comment on peut mettre en place ces routines. On essaie donc, par exemple, pour la gestion du temps, pour les devoirs, de se poser où, quand, comment, sur qu'est-ce qui se passe pendant la tâche, avant la tâche et après la tâche. Donc, si on prend la situation, il faut faire son sac, son cartable. Avant la tâche, je dois avoir les affaires pour faire mon cartable. Donc, avant même, pour avoir les affaires avant pour faire mon cartable, c'est regarder mon emploi du temps. Et puis, après la tâche, ça va être, je vais prendre mon emploi du temps et je vais vérifier les affaires qu'il y a dans mon sac. Et par exemple, c'est vrai que la classe de 6e, c'est un moment qui est souvent pas très simple pour les enfants avec TDAH, ou apprendre à faire son sac avec les différentes matières, c'est pas très simple. Le temps de vérification au début, c'est des choses qu'on fait avec les parents, et puis après, on essaie de donner de l'autonomie. Une des stratégies qu'on peut retrouver, par exemple, chez les enfants TDAH, c'est que comme c'est trop compliqué pour eux de décomposer les tâches, donc ouvrir mon cahier de texte, regarder mes matières, sortir mes affaires, et après les mettre dans mon cartable, ils vont prendre toutes leurs affaires de toutes les matières tous les jours. Donc l'idée, c'est un peu de voir pour améliorer ce type de comportement. Pour la gestion du temps, on peut utiliser des outils visuels comme le timer. Ça peut être, le timer, c'est pas très sympa. Donc, on peut trouver la chanson, la musique préférée du moment. Et puis, en fonction du temps de cette chanson, pendant le lavage de dents, on écoute cette chanson une fois ou deux fois. Et ça permet de donner un peu une
note ludique. Donc vraiment, l'idée c'est d'arriver à planifier une tâche, d'y aller pas à pas, de décomposer les actions. Et quand on donne une consigne comme prendre sa douche, eh bien prendre sa douche, ça peut être parfois compliqué pour les enfants TDAH. Prendre sa douche, ça veut dire se déshabiller, mettre le linge sale dans le cabas de linge sale, se doucher, se sécher, se mettre en pyjama et mettre sa serviette à sécher. Et toutes ces étapes, elles peuvent ne pas être évidentes pour les enfants TDAH et c'est important de pouvoir les décomposer avec eux, quitte à ce qu'on puisse mettre aussi des images, des pictogrammes pour prendre sa douche, ça veut dire ça, et on regarde avec l'enfant ce que ça veut dire. Souvent les transitions, ça peut être aussi pas toujours toujours simple, et ça vaut le coup de, par exemple, la gestion des transitions entre, par exemple, si on va dire les devoirs entre chaque matière, et ben on fait une mini activité de plaisir, on écoute une chanson, on va boire un verre de jus d'orange, enfin bon. Mais on a comme ça ces petits temps, mais qui sont planifiés. Ce qui est important, c'est de planifier aussi ces temps de transition. Ce que nous permet l'application Lusha, c'est en réalité de mettre en place des routines dans la vie quotidienne qui sont donc choisies par les parents dans un agenda. Et quand les routines de la vie quotidienne sont effectuées, eh bien l'enfant, il va gagner du temps de jeux vidéo. Donc l'idée là vraiment, c'est d'avoir un renforcement positif alors que j'ai eu un comportement adapté. Ce qu'on peut également dans les types un petit peu de prise en charge qu'on peut avoir, et donc notamment dans les prises en charge familiales en TCC, c'est le groupe d'entraînement aux habilités parentales de Barclay, où là, en réalité, on essaie de voir avec les principaux objectifs du groupe, avec les parents, c'est vraiment de comprendre le TDAH et comment s'exprime le TDAH de mon enfant, améliorer les compétences parentales face aux comportements difficiles de l'enfant, diminuer les répercussions du trouble, avoir un autre regard sur l'enfant, et ça, on sait que ça améliore les relations. Et ce qu'on a pu en réalité faire dans l'application Lusha, c'est également d'effectuer une digitalisation de ce groupe parent. Alors, le groupe parent, il a lieu plutôt, c'est un groupe qu'on fait en vrai, entre guillemets, et c'est une dizaine de séances. 2 heures 2 heures une fois tous les 15 jours, et c'est vrai que là on l'a digitalisé dans l'application pour que ce soit plus facile, plus généralisable pour les parents. C'est vrai qu'on parle beaucoup de non-compliance quand on parle des enfants TDAH et de la répercussion du trouble du TDAH au sein de la famille. Ce qu'on va appeler la non-compliance, en fait, c'est le fait que les enfants TDAH, ils ont plus de difficultés que les autres enfants à adhérer aux règles de la vie scolaire, sociale et familiale. Et que le fait que nos enfants TDAH, ils respectent pas ces règles, eh bien, ça génère beaucoup de conflits, si bien que on se souvient presque que dans les interactions qu'on a avec nos enfants que du conflit. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est parent et qu'on va faire une demande à son enfant,
eh bien, je fais une demande, mon enfant le fait, eh bien, je peux passer à autre chose. Si mon enfant refuse de faire ce que je viens de lui demander, bah, d'abord je répète plusieurs fois, et puis si ça se passe pas, bah, je peux faire des menaces. Et si il cède soit à la répétition ou à la menace, eh bien dans ce cas-là, on peut passer à autre chose. Mais si mon enfant entre guillemets ne fait pas ce que je viens de lui demander, eh bien là, ce qui va se passer, je vais être agressive, ou bien je vais le punir, ou bien j'abandonne mes demandes. Si bien que ce qui va se passer, c'est que face à une demande parentale, on va avoir une généralisation de ces comportements, et au bout d'un moment, quand je vais demander quelque chose à mon enfant, et soit je vais le faire de façon très agressive, soit je le punis, soit je ne lui demande plus rien. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en évidence quand on parle de la non-compliance et de l'intérêt vraiment de prendre en charge cette non-compliance chez l'enfant TDAH, car c'est la plainte la plus fréquente des parents, et elle va sous-tendre en fait vraiment les interactions négatives que les parents vont avoir avec leur enfant. Sachant que voilà, il y a plusieurs facteurs qui sous-tendent cette non-compliance. Les enfants TDAH, on a vu, ils sont distraits, distractifs. Donc ça nécessite on est un peu obligé aussi de répéter les choses. Mais les fluctuations motivationnelles peuvent aussi sous-tendre ce phénomène de non-compliance. Et donc, vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de mettre à jour ces comportements de non-compliance, de voir comment on peut les diminuer, parce que on sait vraiment que ça a un véritable impact sur la réduction des activités plaisantes, sur les interactions agréables que je vais avoir avec mon enfant. Alors, par exemple, en thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on fait, c'est on va s'attaquer entre guillemets au comportement problème, et puis on regarde en amont ce qui se passe en termes de situation. Est-ce qu'on met en évidence un facteur déclenchant ou une situation déclenchante, et puis les conséquences du comportement. Si, par exemple, je prends la situation, il est 21h et je demande à mon enfant d'aller au lit, le comportement, il me répond « attends » et continue de jouer. Conséquence, je répète 3 fois l'ordre, puis je laisse tomber et mon enfant continue de jouer. Donc, comment on peut modifier certains de ces paramètres? Que peut-on changer face à ce comportement problème? Quand je dis à mon enfant, c'est l'heure d'aller au lit. Eh bien, voilà, il faut vraiment être vigilant à la situation en termes de quel moment, lieu, situation, objet, activité, personne, également ma demande. On sait que, par exemple, pour augmenter l'efficacité de nos demandes, c'est important de dire une seule consigne à la fois, d'avoir une formulation assez spécifique, un ton neutre mais ferme, rester à côté de son enfant, garder un contact visuel, ne pas faire répéter l'enfant, être cohérent. Donc vraiment, c'est important de entre guillemets apprendre à donner entre guillemets un ordre ou une consigne de façon efficace. Quand on a des enfants TDAH, on sait que la gestion des émotions, c'est aussi très important, qu'il y a des fluctuations émotionnelles, une impulsivité émotionnelle, et on sait que les enfants TDAH
ils ont des difficultés à reconnaître les émotions, sur soi et aussi à exprimer leurs émotions. Dans l'USHA, ce qu'on a également essayé de faire, c'est de faire des séquences pour favoriser l'apprentissage, la reconnaissance des émotions et notamment tout ce qui est sur la colère. La colère est très souvent sous-tendue par l'impulsivité émotionnelle et donc on a travaillé des petits jeux sur la reconnaissance des émotions et également comment faire quand moi je sens que cette situation elle va me mettre en colère, comment je peux faire pour éviter cette colère. Donc ça on l'a déjà un petit peu dit, de se dire que de par cette multidimensionnalité du trouble, la prise en charge du TDAH elle est aussi multidisciplinaire, que ce soit la prise en charge individuelle de l'enfant et également la prise en charge familiale. Le temps d'information et de psychoéducation est un temps absolument indispensable pour les parents et également pour l'enfant et l'adolescent, avec un temps vraiment de compréhension des symptômes et du retentissement sur les comportements antérieurs et les comportements actuels. En fonction un petit peu des comorbidités, donc si l'enfant présente une dyslexie dysorthographie, un trouble des apprentissages spécifiques du langage écrit, eh bien il faudra par exemple faire de la rééducation orthophonique. La psychothérapie individuelle va nous aider à prendre en charge également les comorbidités et notamment on peut avoir des prises en charge également spécifiques en TCC sur l'estime de soi, l'affirmation de soi et, comme nous l'avons aussi déjà dit un petit peu, l'importance de la prise en charge familiale dans le cadre du TDAH. Parfois, on est aussi obligé de mettre en place un traitement médicamenteux. En France, on a un seul traitement qui est le méthylphénidate, qui existe sous différentes formes, que sont la Ritaline à libération immédiate, la Ritaline LP, le Concerta, le Coasim et le Medikinet. À l'heure actuelle, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, car il y a des ruptures de plusieurs médicaments, et alors qu'on sait très bien que les enfants peuvent très bien répondre à l'un et pas à l'autre. Donc, ce qui nous facilite pas la tâche, mais hélas, on n'a pas le choix à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas, j'ai pas regardé encore les questions. Ça ne sert à rien de me poser des questions là-dessus. On a vu avec l'Agence nationale du médicament pour que les pharmaciens puissent faire les switches d'une molécule à une autre. Donc vraiment de se dire que le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement avec un véritable retentissement. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit plusieurs partenaires dans la prise en charge et également dans le parcours de soins. Et c'est aussi, je dirais, la plus-value de ce webinaire, c'est de se dire que on est différents partenaires de soins autour de nos ordinateurs ce soir, que c'est important bien sûr de faire une évaluation standardisée pour avoir des prises en charge un petit peu plus spécifiques. Je vais maintenant passer donc la parole à Virginie Bouslama et comme on a dit, là je vais regarder aussi peut-être un petit peu les questions et puis on prendra peut-être un petit temps à la fin des autres interventions pour discuter un petit peu. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée, j'ai parlé 3 minutes de trop. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, je prends la suite du professeur Bioulac pour vous présenter rapidement
l'association que j'ai créée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis Virginie Bouslama, la fondatrice et la présidente de l'association Typique Atypique. L'association a été créée finalement suite au diagnostic de mes enfants, dans lequel je me suis beaucoup reconnue, et du coup j'ai décidé de passer par la petite case diagnostic aussi, puisque mon quotidien était pas forcément facile avec 3 enfants rapprochés, atypiques, et donc j'ai décidé moi aussi de me faire diagnostiquer. Donc j'ai 3 enfants qui ont un TDAH, j'ai moi-même un TDAH. Sur les 4 que nous sommes, mon fils et moi-même sommes sous traitement médicamenteux. Et puis je dis toujours qu'on surfe sur la vague et puis on avance du mieux qu'on peut. Et suite à ça, je me suis beaucoup intéressée et documentée, bien évidemment, sur le sujet, parce que j'avais envie de pouvoir accompagner au mieux mes enfants, mais finalement de m'accompagner moi-même aussi. J'ai découvert un univers quand même assez extraordinaire et riche, même si c'est pas tous les jours simple. Et donc, un matin de 2018, sous le coup de l'impulsivité, puisque en règle générale, c'est un peu la base dans le TDAH, on a tendance à agir avant de réfléchir. Je me suis levée un matin et je me suis dit que j'allais créer une association. L'idée de départ, c'était vraiment appuyer sur le bouton action, défoncer des portes, enfin voilà ce qu'on sait bien faire, mais en tout cas voilà, faire avancer les choses, faire bouger les lignes, informer, communiquer et puis apporter un peu de soutien et d'aide à d'autres familles. Donc l'association a très vite pris de l'ampleur, ce que j'avais pas du tout envisagé, ni les autres membres fondateurs, puisqu'on pensait être une petite association tranquille, locale, dans le Bas-Rhin, en Alsace. Et puis finalement, ça a pris très vite de l'ampleur. La demande et le besoin sont là, hein. Il y a énormément de besoins. Donc au fur et à mesure, on a été en lien avec des élus locaux, on a intégré la coordination nationale du TDAH adulte, on a beaucoup collaboré et on collabore toujours avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre d'excellence Strassend. Donc on se soutient vraiment mutuellement, hein, quand eux ont des projets en cours ou quand moi j'ai besoin vraiment de faire intervenir des professionnels pour des temps d'information, de sensibilisation, la journée nationale du TDAH, ils répondent toujours présents. Donc c'est vraiment une collaboration permanente, et puis je suis vraiment ravie parce que j'en espérais pas tant. Et puis bien évidemment l'association a continué d'évoluer, et puis tout à coup un jour elle a grandi, elle a fait des bébés comme on dit toujours, et donc aujourd'hui il y a des antennes dans toute la France, alors pas dans tous les départements, mais il y a grosso modo une dizaine d'antennes, et plus récemment il y en a l'une d'entre elles qui a pris son envol, qui est devenue une association à part entière. Alors c'est vraiment plus par rapport aux problèmes administratifs en fait, mais elle a gardé donc le nom, donc c'est l'antenne du 54 qui est devenue une association typique atypique du 54, donc qui a gardé la même entité, le même visuel, le même logo, donc on est toujours très en lien, mais voilà, qui a une existence en tout cas juridique à part. Et puis prochainement il y aura également l'antenne du 33 qui prendra la même direction, pareil, hein, c'est vraiment pour des raisons administratives, pour pouvoir demander des subventions éventuellement, pour pouvoir obtenir des salles, pour pouvoir travailler vraiment en partenariat rapproché avec des institutions, avec des instances locales. Donc moi je suis vraiment ravie parce que c'est une belle évolution. Et puis dans la continuité, donc l'association s'adresse finalement à tout le monde, puisque le point de départ c'était vraiment les familles. C'était en tout cas notre idée de départ, mais bien évidemment, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai dit tout à l'heure, hein, ça a beaucoup évolué. Très vite, on a été en contact également avec des personnes de l'éducation nationale. On a des enseignants dans l'association, des enseignants extraordinaires qui eux aussi sont concernés de près ou de loin, qui ont mis en place des choses dans leur salle de classe, qui ont changé finalement leur manière d'enseigner et d'aborder les élèves qui ont un TDAH. Donc, on a un lien avec l'éducation nationale, on a un lien bien évidemment avec les institutions, avec les instances. Donc, j'ai dit les hôpitaux universitaires, Strassend, on a aussi un lien avec la Haute Autorité de Santé, avec la délégation interministérielle. Voilà, on est sur tous les fronts. En fait, on essaye de répondre au mieux à tout le monde. Et puis, on a bien évidemment ce partenariat qui est essentiel avec les professionnels de santé en local ou même en national par le biais des antennes. On a des professionnels de santé qui font partie des membres fondateurs et des membres vraiment actifs de l'association, et je les en remercie. Donc il y a psychiatres, psychologues, neuropsychologues, médecins généralistes, psychologues du travail en libéral, on a des thérapeutes.
sophrologues, psychopédagogues. On a vraiment un beau panel de professionnels pour répondre au mieux aux demandes et aux sollicitations de toutes les familles. Donc, vous avez le schéma hein, qui vous donne vraiment un bel aperçu de ce que fait l'association et de ce qu'on propose, qu'on va détailler, et bien évidemment donc les liens avec les institutions. Et donc l'association, vraiment le but premier, le point de départ, c'était informer, communiquer, sensibiliser, vulgariser aussi ces sujets pour que on porte la connaissance vraiment au plus grand nombre. Et en fait, on a créé l'association à notre image, hein, donc des membres fondateurs, en tout cas de certains membres fondateurs. On est parti de notre vécu, de notre constat avec nos enfants. Puisque on a rarement juste un TDAH tout seul. Et puis, en tout cas, pour ma part, j'ai 3 enfants qui ont un beau package. Et puis, je dis toujours que mon fils remporte la Palme d'Or puisque lui, il cumule donc le fameux TDAH, mais également un trouble du spectre autistique, des troubles 10 et puis un haut potentiel. Et donc, l'association a été créée dans cette dynamique-là, en se disant que voilà, on était concerné par plusieurs choses, donc pourquoi ne pas créer une association qui touche à toute cette neurodiversité pour répondre au mieux finalement aux demandes des familles. Et pour structurer un peu tout ça, on a nommé en fait des personnes qui sont référentes. Donc on a une personne référente sur le TDAH, une sur le haut potentiel, une sur l'autisme, une sur la scolarité, etc., pour vraiment pouvoir orienter, guider au mieux les familles et puis les soutenir bien évidemment aussi. Alors on aborde également le TOP, hein, le trouble oppositionnel avec provocation, qui fait souvent partie du petit package du TDAH. Et l'objectif de l'association, c'est aussi de créer du lien, vraiment de faire en sorte que les familles se sentent moins isolées, qu'elles se rendent compte qu'elles sont pas seules, qu'il y a d'autres personnes, d'autres familles qui sont dans le même cas de figure. C'est en ça que les groupes de parole sont très importants. Je dis toujours que c'est la bouffée d'oxygène, hein. Quand on va mal, quand il y a une souffrance, quand on sait plus trop quoi faire ni comment faire, qu'on a besoin d'aide, le groupe de parole, c'est vraiment un moment qui est important, où on vient déposer ses valises dans un cadre totalement bienveillant, où il n'y a pas de jugement, où en fait il y a vraiment du partage, de l'entraide, de l'écoute, c'est très important, et puis du partage de ressources, du partage d'outils, et ce qui est toujours un petit plus, c'est de se rendre compte que parfois, il y a même pire ailleurs. Ça met un peu de baume au cœur, mais en tout cas, c'est des moments qui sont vraiment importants. Donc, les groupes de parole, on essaye d'organiser autant qu'on peut des tables rondes ou des journées de sensibilisation. Donc, on a une journée de sensibilisation au TDAH une fois par an, mais on en fait d'autres. Après, on fait des événements à plus petite échelle. On essaye aussi, en tout cas, de réaliser des supports, des petites plaquettes d'informations qu'on peut envoyer en PDF ou distribuer quand on a des événements, de développer au maximum des partenariats interassociatifs avec d'autres associations, avec des professionnels de santé aussi, c'est très important, et la communication bien évidemment qui tient une place prépondérante donc via les réseaux sociaux et qui permet vraiment de diffuser très largement toutes les informations donc via ces réseaux, via le site internet. Alors les référents, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on essaye vraiment d'être au plus près des difficultés des familles pour pouvoir les guider et les orienter au mieux. C'est vraiment ça notre cheval de bataille et ce qu'on a envie de faire. Alors, en dehors des activités, donc là, vous avez l'exemple évidemment du petit flyer qu'on a réalisé avec Mathieu Chevassu. Alors, c'est une partie du flyer, c'est une petite plaquette très simple sur le TDAH. Donc, Mathieu Chevassu est neuropsychologue et il est vice-président de l'association. Il est concerné lui-même par un TDAH. Donc, on a voulu faire un document très simple, très accessible, avec un peu de couleur pour que les familles puissent le donner, pourquoi pas, à des enseignants, à des proches, à des personnes qui se posent des questions, qui connaissent pas le TDAH. Donc, c'est une petite plaquette recto verso qu'on peut tout à fait envoyer en PDF. C'est très important parce que c'est pas forcément évident d'expliquer le TDAH, surtout quand on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas ou qui sont pas concernées. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire un document synthétique, mais en même temps accessible et compréhensible surtout par tout un chacun. Donc ça, c'était l'exemple du petit flyer. Alors après, dans ce qu'on
veut dire et dans ce qu'on veut expliquer vraiment aux personnes. Et c'est très important, c'est dire aux familles, écoutez-vous. On oublie souvent, mais en fait, en tant que parents, on est les premiers experts de nos enfants. Donc, on a cette légitimité de dire les choses, de faire remonter des choses. Et souvent, on n'ose pas. On a peur d'être stigmatisé. On vit quand même dans une société qui est remplie d'injonctions. Donc, on n'ose pas, on a peur, on se demande si finalement notre enfant va pas être stigmatisé, on a peur que l'enfant soit dévalorisé, soit mis de côté. Et puis le professeur Bioulac l'a très bien expliqué, hein, il y a souvent un problème aussi d'estime de soi. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment envie de dire, faites-vous confiance, c'est très important. Et puis surtout, ne lâchez rien. Si vous avez un doute, si vous pensez que, n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez besoin d'en parler, si votre enfant a un aménagement pour l'école et que finalement l'aménagement n'est pas mis en place, ça se passe mal, allez-y, n'hésitez pas, essayez de discuter avec l'enseignant. On parle beaucoup dans les textes officiels de co-construction, c'est important, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Et puis c'est également un droit, puisque aujourd'hui quand on a un TDAH, quand un enfant a un TDAH, il a des droits, donc on peut mettre en place différents types d'aménagements et notamment il peut avoir une reconnaissance de handicap quand même de la MDPH. Donc foncez, j'ai envie de dire foncez, mais en tout cas n'hésitez pas. C'est très important finalement pour le futur de l'enfant et ça doit pas rester un sujet tabou. À un moment donné, il faut quand même que on comprenne et qu'on accepte. Alors c'est pas toujours facile, hein. Je dis pas que c'est simple, c'est aussi souvent épuisant, ça peut être maltraitant, mais en tout cas, ayez toujours cette petite musique en tête et n'hésitez pas, allez-y, voilà. Et puis trouvez ce qui fonctionne pour votre enfant. Alors dans l'émission de l'association, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a guider les familles, c'est vraiment ça quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis de toute façon, c'est vraiment les besoins des familles qui viennent vers nous. Quand elles sont perdues, elles savent pas ce qu'il faut faire, elles savent parfois même pas vers qui se tourner, quel professionnel, quel suivi, quelle prise en charge. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Et l'idée, bien évidemment, par rapport au sujet de ce soir, c'est informer les familles donc des prises en charge, hein, de ce qui existe, dont la TCC, qui a quand même fait ses preuves. Donc orienter ces mêmes familles vers les professionnels de santé qui sont formés à la TCC, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les professionnels de santé, de tous les psychologues ou de tous les neuropsychologues. Donc, faut vraiment savoir s'ils sont en capacité de proposer de la TCC. Alors, je vous ai mis un lien vers un livre des éditions Tom Pouce qui est vraiment très très bien, que vous pouvez acquérir sans problème, donc sur justement l'apport de ces TCC dans le TDAH de l'enfant et de l'adolescent. Et puis vous avez bien évidemment l'UCHA qui regorge de ressources et d'outils et j'ai envie de dire d'astuces, hein. Si vous suivez l'UCHA sur les réseaux, il y a des publications régulières, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez tout ce qu'il faut comme information et puis il y a bien évidemment le e-jeu qui participe donc à cette prise en charge de l'enfant par rapport à la TCC. Donc vous avez là 2 ressources déjà qui sont très importantes. Alors, on a quelques retours et quelques expériences de familles dont les enfants suivent de la TCC. Donc, c'est très clair, hein. Effectivement, c'est une thérapie d'abord qui est plutôt brève. Alors, brève, bien évidemment, c'est pas 2 séances, hein, mais c'est quelque chose d'assez bref qui a pas normalement destination à durer dans le temps. Et c'est vraiment une thérapie qui est très concrète, très pratico-pratique. Et puis, vous le voyez, hein, les retours qu'on a des familles sont très positifs, que ce soit d'ailleurs des enfants ou des parents. En général, la TCC, et c'est bien le titre du livre, a vraiment fait ses preuves et apporte vraiment des choses concrètes. Et c'est ce dont on a besoin. Du pratico-pratique, des ressources, des outils, des trucs et astuces, et surtout de co-construire ce parcours avec la famille, hein, parce que quand c'est un enfant, de toute façon, les parents sont intégrés dans le processus. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la posture du professionnel, hein, la posture du thérapeute est très importante. Il faut qu'il y ait vraiment cette écoute bienveillante et empathique, et puis valorisante, c'est très important aussi, pour pouvoir en fait faire en sorte que les parents et l'enfant puissent s'approprier les outils qui sont donnés par la TCC. Voilà. Et puis pour finir,
vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter. Je dis toujours qu'on est un peu partout. Je pense qu'on est sur tous les réseaux. Donc voilà, vous pouvez nous joindre par pas mal de canaux différents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginie. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques éléments sur le chat. Alors, le chat, c'est donc un jeu de e-santé qui est pour les enfants donc de 7 à 12 ans qui sont concernés par le TDAH. Et c'est un jeu qui est pour l'enfant et aussi pour le parent et donc plus largement pour la famille. Alors, de manière très concrète, pour l'enfant, ça va être une aide sur tout ce qui va être évolution, enfin, progrès organisationnel et comportementaux, parce qu'il va y avoir un certain nombre donc, de tâches et de défis de comportement qui vont être mis dans l'agenda, qui vont être associés à des récompenses et qui vont encourager du coup des changements dans la vraie vie par des motivations liées aux jeux vidéo. Dans un deuxième volet, pour l'enfant, il y a tout un contenu psycho-éducatif qui se base sur les concepts des thérapies cognitivo-comportementales qui aident l'enfant à travailler sur la gestion des émotions, sur la résolution des problèmes, sur les habiletés sociales, sur les techniques de relaxation. On a un choix d'aller vraiment sur un jeu immersif. Donc, comme dans n'importe quel jeu, l'enfant va pouvoir créer son personnage, il va pouvoir collecter des objets, en fabriquer d'autres, il va se retrouver dans des interactions, il va diriger son avatar et échanger avec d'autres personnages, notamment des animaux, et ce qui va lui permettre d'être dans une sorte de simulation sociale bienveillante, qui va lui permettre d'échanger sur les grands concepts de la psychoéducation de manière complètement immersive. Et puis, il y a un volet purement récréatif où là, il va pouvoir explorer le jeu et progresser dans un environnement bienveillant où il doit apprivoiser sa vie dans la jungle. Du côté parent, vous allez retrouver donc du contenu avec notamment des synthèses du programme Barclay. C'est pas le programme dans son ensemble, c'est vraiment juste des synthèses, mais c'est 5 à 7 écrans sur une douzaine de modules qui vous permettent de voir tous les éléments clés de manière synthétique. Il y a des petits exercices qui invitent à la réflexion derrière pour voir comment on peut mettre ça en pratique dans son quotidien et qui vont vous guider sur la compréhension du TDAH, sur les interactions avec l'école, avec les professionnels de santé ou avec les pairs de l'enfant et bien sûr à comment aider l'enfant au quotidien pour que ça se passe au mieux. Vous aurez aussi des tableaux de bord qui permettent de suivre les progrès de l'enfant, que ce soit vraiment juste sur le système d'économie de jetons, donc avec tout le volet de récompense, est-ce qu'il a réussi telle tâche, pas telle tâche, sur tel créneau horaire ou pas, et puis aussi tous ces progrès sur tout ce qui va être plus gestion des émotions, estime de soi de l'enfant, comportement, où là, vous allez pouvoir voir comment ça évolue dans le temps avec des petits questionnaires qu'on soumet régulièrement. C'est une solution qu'on a co-construite avec un certain nombre de professionnels de santé, bien sûr le professeur Bulac du CHU de Grenoble, aussi des professionnels du CHU, notamment de Montpellier, avec qui on va faire un essai clinique qui démarrera début d'année prochaine, avec le CHU de Grenoble du coup, et le CHU de Montpellier. Et puis, on a eu des collaborations avec l'APHP, le Centre Robert Debré ou le Centre Levinatier à Lyon. Notre démarche, c'est de devenir un dispositif médical numérique qui soit validé du coup cliniquement. Donc, on l'a déjà un peu évalué, mais tout ce qu'on fait, on se base sur vraiment toutes les recommandations qui ont pu être faites dans le TDAH, de sorte qu'on puisse apporter la solution la plus pertinente pour l'enfant. Et du coup, on a des données d'impact qui montrent l'intérêt de l'intervention. On voit notamment un gain qui va osciller entre 30 et 40% suivant les dimensions qui sont évaluées. Mais on va retrouver donc 33% par exemple là sur tout ce qui va être progression sur les comportements et organisation, 34% sur l'estime de soi de l'enfant, ou 38% sur l'amélioration de l'équilibre de vie familiale. On est sur de la donnée d'usage, on n'est pas encore sur la donnée clinique, et c'est pour ça, mais c'est ces données qui nous permettent aujourd'hui de financer un essai qui sera initié du coup début d'année prochaine.
Alors, écran et TDAH, c'est un point qui a pu être évoqué dans vos questions. C'est un sujet. Le temps de jeu est limité sur le chat. C'est vous qui définissez la durée que vous souhaitez allouer au temps de jeu enfant. C'est un temps de jeu qui n'est pas quotidien. Le pattern d'utilisation, c'est 3 à 5 fois par semaine. Et puis, une fin de jeu qui est non frustrante. Il y a un pacte un peu tacite avec l'enfant. L'enfant peut jouer une quantité de temps et après, au bout de ce temps-là, il a consommé son énergie, le personnage se fatigue. Il y a une fin de jeu en douceur qui permet de renvoyer vers des activités de la vie réelle. Ça, c'est une chose. Après, l'autre élément, en fait, c'est que le jeu vidéo, c'est super puissant pour pouvoir engager l'enfant sur des choses qu'il n'aurait pas faites autrement. Et puis, de bénéficier d'un environnement qui soit bienveillant, comme le jeu vidéo et son côté simulation sociale. Et puis, il y a tout un volet aussi développement cognitif que nous, on n'a pas démontré et sur lequel on se base, notamment avec des exercices qui stimulent la mémoire de travail, la gestion de l'impulsivité, de l'attention focalisée ou autre. Si vous voulez, là, on est un petit peu en retard sur le temps, mais je vais vous mettre un lien qui vous permettra de voir une petite vidéo d'1 minute qui présente le jeu. Hop. Et en dernier point, donc le chat est partenaire d'Aesio, du pôle Action Sociale. Donc un grand merci à Aesio et ça vous permet d'en bénéficier gratuitement. Pour ça, vous avez juste un formulaire à compléter qui vous a été transmis en premier lien de la conversation par Anne Vignal. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On publie pas mal de contenu régulièrement, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Merci beaucoup pour votre attention et on va passer maintenant aux questions-réponses. Virginie, Stéphanie, si vous voulez vous reconnecter. On est connecté. Oui, voilà. Alors, j'ai essayé de répondre aux questions un petit peu au fur et à mesure. Mais bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent, qui n'ont pas, mes réponses n'allaient pas, ou veulent reprendre. Alors, il y a un problème sur le lien aussi que je viens de vous renvoyer. Je l'ai mis en commentaire du premier lien qui avait été transmis. Effectivement, il y avait une petite faute de frappe dans le lien. L'application, elle est plutôt faite pour les 7-11, 7-12 ? Oui, tout à fait. L'application est conçue pour les 7-12 ans. Il n'y a pas une limite vraiment à 7 ans. Le point, c'est important de savoir un petit peu lire. La plupart des textes sont lus et illustrés. Il y a quelques textes qui ne sont pas lus. Donc, si c'est fait avant, il faut que ce soit fait avec l'accompagnement du parent. Et après, l'environnement de jeu est plus conçu pour les enfants de 7-12 ans. Donc, au-delà de 12 ans, il risque d'y avoir des problèmes d'engagement de l'enfant. Alors, sur la question, le diagnostic officiel est-il nécessaire pour bénéficier de la gratuité de cette appli ? L'appli, c'est en passant pour passer par Aesio ? Je ne comprends pas très bien cette question. Peut-être Anne, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Oui, alors la question, quelle question? Je ne vois pas. C'est la question de savoir est-ce que vous demandez un compte-rendu de consultation avec un diagnostic de TDAH pour que les 10 premières séances de Lucha soient gratuites, enfin soient prises en charge par Aesio? Alors, nous, on a un formulaire à compléter où les parents confirment bien qu'il y a ce trouble-là et il faut qu'il y ait, bien sûr, l'âge entre, donc nous, c'est 7-11 ans. Mais on ne demande pas de documents qui confirment le trouble, en fait. Il faut donc que l'enfant soit adhérent
et que les parents cochent bien cette case du trouble et donc l'âge aussi. Voilà, c'est les 3 conditions. Parfait. J'en profite pour répondre aux autres questions. Il y avait une question sur le temps de jeu pour le chat. Donc là, le temps de jeu recommandé, c'est un peu à vous de juger pour garder le bon engagement de l'enfant. Nous, ce qu'on observe, c'est que 15 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine, ça permet déjà de bien engager l'enfant et de le faire progresser sur les différents sujets qui sont abordés. Il y avait une autre question pour savoir si Lucha est remboursé pour les professionnels de santé par Aesio. Donc ça ne fait pas partie du partenariat, c'est que pour les enfants que c'est pris en charge. Il y a une question sur le diagnostic. Stéphanie, je ne sais pas si vous voulez répondre. Est-ce que je peux moi-même me faire diagnostiquer pour savoir si je suis aussi TDAH et par qui? Eh bien, oui, alors on peut poser des diagnostics de TDAH à l'âge adulte, et ce sont essentiellement donc, les psychiatres d'adultes, les neurologues, qui vont poser les diagnostics de TDAH à l'âge adulte. Donc oui, ça c'est possible. Là, par rapport, le TDAH, c'est pas un trouble qui est récent. On va retrouver des descriptions de TDAH, même dans des descriptions littéraires, par exemple Les Malheurs de Sophie, probablement que Sophie, elle a un TDAH. Alors, quand vous dites je travaille en crèche depuis plus de 15 ans et je vois de plus en plus d'enfants diagnostiqués TDAH, c'est sûr que si vous avez des enfants diagnostiqués TDAH en crèche, ça doit vous inquiéter parce que c'est quand même, on pose extrêmement rarement le diagnostic de TDAH à l'âge entre 0 et 3 ans. Enfin, je ne sais pas comment on fait pour poser un diagnostic de TDAH entre 0 et 3 ans. Donc, néanmoins, il y a plus de diagnostics de poser parce que je pense qu'on connaît mieux et il y a une meilleure information du TDAH, mais c'est pas parce que, c'est parce qu'on connaît mieux ce trouble qu'il y a plus de diagnostics. On a déjà répondu à pas mal de questions en fait, par écrit. Oui, j'ai essayé, mais bon. Moi, j'ai aussi répondu à quelques questions. Impeccable. Je vois qu'il y a encore des petites questions pour le chat. Alors, il n'y a pas de possibilité là pour le moment d'avoir une fratrie sur l'application Le Chat. Donc, on est désolé pour ça. C'est une limitation actuelle du produit. On travaille à le rendre, à changer ça pour permettre d'avoir plusieurs enfants par compte. C'est quelque chose qui est un peu compliqué techniquement par rapport aux choix de développement qui ont été faits au démarrage. Et voilà, on va travailler dessus pour le faciliter. Il y a une question sur la prise en charge financière des TCC. Est-ce qu'elle est faite par la Sécu? Peut-être je peux commencer à répondre, mais globalement, c'est pas tellement pris en charge. Il y a des séances chez le psychologue qui sont prises en charge depuis peu de temps. Je crois qu'il y a 6 séances qui sont prises en charge, quel que soit le sujet, et y compris les TCC dans le TDAH. Et ça aussi, ça se fait en milieu hospitalier, c'est ça, Stéphanie? Alors, pour les prises en charge TCC, on peut, quand on a un enfant qui a un diagnostic et qu'on va faire un dossier à la MDPH, on peut demander à la MDPH, par exemple, une allocation complémentaire pour la prise en charge en psychothérapie spécialisée type TCC. Okay. Parfait. Bon, je crois qu'on a répondu à peu près aux principales questions. Merci beaucoup. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter, on peut rester toute la nuit. Ah bah. Fantastique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide parce que... Du coup, un grand merci à tous, donc au professeur Biolac, à Virginie Bouslama et à Aesio pour l'organisation de ce webinaire.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur le jeu. On est joignable sur contact@lechat.care ou augustin@lechat.care ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, on sera ravis de pouvoir aider et compléter les éventuels points qui n'ont pas pu être abordés ce soir. Un grand merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.